Salam tout le monde. Bienvenue sur le podcast Muslim Bitcoin. Et aujourd'hui, nous continuons notre série qui vise à explorer les grandes tendances de fond qui pourraient faire exploser la valeur du Bitcoin à moyen et long terme. Dans la première vidéo de cette série, nous avons exploré une idée déjà ambitieuse en soi. Celle que Bitcoin pourrait devenir progressivement l'infrastructure de base de tous les moyens de paiement dans le monde. Une sorte de couche invisible sur laquelle reposeraient nos échanges financiers. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la voir avec le lien que je mets en description. Aujourd'hui, je voudrais aller encore plus loin et vous poser une question potentiellement encore plus déroutante. Et si les futurs utilisateurs majeurs de Bitcoin n'étaient pas des êtres humains? Et si Bitcoin devenait non pas seulement la monnaie d'Internet, mais aussi la monnaie d'une économie non humaine? Avant d'aller plus loin et de rentrer profondément dans le sujet, je me permets juste de vous rappeler ici que j'ai écrit un livre qui s'appelle Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un livre très court, qui fait une 60aine de pages, qui se lit en une demi-journée à peine, et qui vous donnera une compréhension vraiment solide de la monnaie, du rôle de la monnaie en islam, et de comment Bitcoin pourrait jouer un rôle dans cet environnement-là. N'hésitez pas à le lire, il est entièrement gratuit, vous avez le lien en description pour le télécharger. Je demande absolument rien en échange, simplement cliquez sur le lien et vous n'avez plus qu'à entamer votre lecture. Et surtout, revenez me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. J'attends vos avis avec impatience. Ceci étant dit, revenons à notre sujet. Il existe un détail presque oublié dans l'histoire d'Internet. Un code, un simple code créé dans les années 90. Le code HTTP 402, Payment Required. À l'origine, ce code était imaginé pour permettre au web de demander un paiement avant d'accéder à un contenu ou à un service. En quelque sorte, c'était une manière native d'intégrer l'argent directement dans le fonctionnement d'Internet. Mais pendant près de 30 ans, ce code n'a jamais été réellement utilisé. Il n'avait pas réellement d'utilité. C'est comme si le web n'avait jamais trouvé comment intégrer le paiement dans son fonctionnement natif. Et aujourd'hui, ce code refait surface, sous une nouvelle forme, un protocole qu'on appelle le X402. Son principe est simple, permettre à un agent de payer automatiquement pour accéder à une ressource. Et quand je dis agent, je parle d'agent autonome, un agent autonome d'intelligence artificielle. Ce qui est frappant avec cette technologie, c'est qu'elle n'est pas futuriste. On ne parle pas d'un concept qui est encore en laboratoire, qui est encore à l'étude. On ne parle pas d'une projection qui devrait arriver à être disponible d'ici 15-20 ans. Non, on parle d'un mécanisme simple qui est basé sur un standard du web qui existe depuis déjà des décennies et qui trouve aujourd'hui, maintenant, une utilité très concrète. Alors pourquoi maintenant? Parce que les briques technologiques sont enfin réunies. Aujourd'hui, nous avons des agents autonomes qui sont capables de prendre des décisions, des infrastructures de paiement qui sont programmables, comme le Bitcoin ou les stablecoins, et nous avons des protocoles comme le X402 qui permettent de connecter les deux ensemble. Autrement dit, le web commence à intégrer le paiement, non pas comme une couche externe, mais comme une fonction native. Et cela change tout, parce que cela signifie qu'un agent peut désormais demander une ressource, recevoir un prix, payer automatiquement et accéder au service demandé. Le tout sans aucune intervention humaine à aucun moment dans le processus. Pour comprendre à quel point ce changement est profond, prenons d'abord un exemple beaucoup plus simple, presque banal. Imaginons un agent IA qui est chargé de rédiger des résumés d'articles. Cet agent il donc parcourt le web à la recherche d'articles intéressants, il les lit, il les synthétise et il produit du contenu par-dessus. Un agent IA autonome, on ne peut plus classique que vous-même, vous pouvez, en étant débutant, en quelques heures, paramétrer sur votre machine. À un moment donné, cet agent, il tombe sur une base de données premium, un site qui propose des articles de recherche de haute qualité, mais l'accès à l'article est payant à l'unité. Pas d'abonnement, pas de compte, juste un accès à l'unité, quelques centimes pour pouvoir, ou quelques dollars pour consulter un article et pouvoir le lire. Dans le web traditionnel, cela poserait un problème. Parce que pour payer quelques centimes, ça implique souvent de créer un compte, d'enregistrer une carte bancaire, de passer par des intermédiaires de paiement, comme on les a décrits un petit peu plus récemment dans la première vidéo de cette série. Et tout ça, c'est totalement inefficace pour une machine. Pour un humain, ça va encore, mais pour une machine qui a besoin d'aller vite, c'est forcément extrêmement ralentissant et inefficace. Mais avec un protocole comme le protocole X402, l'agent autonome peut simplement demander l'accès, recevoir le prix à payer, le payer automatiquement et ensuite continuer son travail, sans friction, sans avoir besoin de déclarer une identité, sans intervention humaine. Ici, la capacité à payer n'est pas vitale. On parle simplement, dans cet exemple, d'un agent IA qui a pour tâche de rédiger des articles.
Donc si l'agent ne paye pas, il va passer à autre chose. Mais cet exemple montre une chose essentielle. Le paiement devient une fonction native du web. Et maintenant, gardons cette idée en tête et augmentons légèrement les enjeux. Vous allez comprendre où je veux en venir. Imaginons maintenant un système agricole entièrement automatisé dans une région assez aride où l'eau est plutôt rare. Chaque parcelle est gérée par un agent IA. La parcelle, imaginons, est surveillée par des données météorologiques, par des données satellites. Et donc cet agent IA a pour rôle de surveiller toutes ces informations et de surveiller l'humidité du sol, la météo, les besoins des cultures en temps réel. Et à un moment donné, il va détecter sur une certaine parcelle un besoin en irrigation. Il faut apporter de l'eau sur une certaine surface agricole. Mais bien sûr, l'eau n'est pas gratuite. Elle est distribuée par des systèmes d'infrastructures assez intelligents qui déversent de l'eau à la demande sur telle ou telle parcelle. Il faut pouvoir actionner automatiquement le système d'arrosage automatique. Et donc, il va falloir payer pour ça. Alors, l'agent va envoyer une requête au système d'irrigation. Le système va répondre en proposant un prix et le paiement va être exécuté automatiquement. La surface va pouvoir être arrosée. Comment ça s'appelle l'arrosage va être déclenché automatiquement. Ici, on ne passe pas par une banque, on ne passe pas par un contrat, pas d'intervention humaine, pas besoin que l'agriculteur prenne son téléphone, appelle la société de distribution des eaux pour leur demander à tel ou tel moment de déverser tant de litres. Pas du tout. Ici, tout a été, encore une fois, automatisé par l'intelligence artificielle. Mais par contre, contrairement au premier exemple, avec notre simple agent qui rédigeait des articles, vous comprenez que l'enjeu ici est beaucoup plus élevé. Là, le paiement devient critique. Si jamais il y a un blocage, si jamais le paiement prend du temps, ça peut mettre potentiellement une récolte agricole en jeu et venir amoindrir les rendements pour l'agriculteur. Ici, un agent qui ne peut pas payer ne pourra pas irriguer. Et un agent qui ne peut pas irriguer voit son activité s'arrêter complètement. C'est ici que la question monétaire devient centrale. Aujourd'hui, dans ce type de scénario, les stablecoins sont souvent utilisés pour les paiements. Pour ceux qui l'ignorent, les stablecoins, c'est des produits dérivés sur la blockchain qui visent à reproduire en permanence la valeur d'une monnaie. En général, on parle de dollars et donc vous avez des stablecoins dollars. C'est des jetons de crypto-monnaies, donc des produits dérivés qui reproduisent en continu la valeur de 1 dollar. Et c'est vrai qu'actuellement, les stablecoins sont très utilisés pour les paiements entre agents autonomes, entre intelligence artificielle. Dans une étude du Bitcoin Policy Institute menée sur 36 modèles d'intelligence artificielle et dans plus de 9000 scénarios, on voit un éclairage très intéressant se dessiner. Lorsqu'on laisse des agents autonomes en intelligence artificielle choisir librement une monnaie, alors les résultats sont très éclairants. Bitcoin est choisi comme réserve de valeur dans plus de 79% des cas. Tandis que les stablecoins sont utilisés pour les paiements dans un peu plus de 53% des scénarios. Bitcoin arrive juste derrière avec environ 45%. Il est très intéressant de constater que les agents ont naturellement fait une différence entre le fait de payer et le fait d'épargner. Et ça m'amuse beaucoup de voir que ces machines uniquement rationnelles ont plébiscité Bitcoin pour stocker de la valeur. Pendant que ce temps-là, on vient parfois me dire que Bitcoin, c'est risqué d'épargner avec. Mais des intelligences strictement mathématiques, les intelligences artificielles, elles, ont déjà franchi le pas et dans quasiment 80% des cas, choisissent Bitcoin comme moyen d'épargne de moyen et de long terme. On remarque aussi que pour l'instant, les actions de paiement, donc pour la dépense, c'est plutôt les stablecoins qui sont favorisés. Mais ce qui est très intéressant, selon moi, c'est que cette situation, à mon avis, n'est que transitoire. Elle ne va pas durer. Aujourd'hui, c'est vrai que les stablecoins sont pratiques. Ils sont simples, ils sont stables à court terme, évidemment, comme cela est leur intérêt. Ils sont très rapides à échanger. Mais cette simplicité d'usage, cette efficacité, on va dire, illusoire, repose aussi sur une dépendance. Un stablecoin dépend d'une entreprise, et donc d'une juridiction et d'un système bancaire. Et donc, en toute logique, il peut être bloqué, il peut être restreint, il peut être censuré. Imaginons un agent IA qui est spécialisé dans l'analyse économique. Il produit des rapports, il analyse l'inflation, il critique certaines politiques monétaires de certaines banques centrales, de certains États. Son activité, bien sûr, n'est pas illégale, mais elle devient dérangeante. C'est un petit agent autonome journaliste qui critique la situation politique, monétaire et économique. Et cet petit agent journaliste utilise les stablecoins pour se faire payer ses articles.
Mais bien sûr, ces stablecoins, comme je le disais juste avant, ils sont émis par une entreprise qui est soumise à une juridiction. Et cette juridiction, imaginons l'état d'un pays qui a été récemment critiqué par ce agent journaliste, eh ben, il n'aime pas trop ce que produit comme article cet agent autonome. Cette juridiction pourrait donc décider de limiter ce type d'activité par décret, par une loi, et alors, sans jamais toucher à l'agent directement, sans jamais toucher à l'agent autonome, il suffirait de faire pression sur l'entreprise émettrice de stablecoin et pour lui demander tout simplement de bloquer tous les paiements à destination de cet agent autonome. Ces transactions sont maintenant refusées, ces fonds sont gelés et du jour au lendemain, il ne peut plus fonctionner, il ne peut plus travailler. Pas parce qu'il ne produit plus, pas parce qu'il a un bug technique, mais parce que sa monnaie, son moyen d'échange ne lui est plus accessible sur décision d'une juridiction, tout simplement. Prenons un autre scénario. Un agent IA développé dans un pays étranger qui utilise un stablecoin indexé sur le dollar. Allez, au hasard, on va prendre un stablecoin iranien. Tiens. Si la juridiction, donc une juridiction américaine qui contrôle cet émetteur, décide de restreindre l'accès, alors cet agent perd sa capacité à opérer. Pas pour une raison technique, mais pour une raison politique. Tout simplement parce que, à un moment donné, les États-Unis auront décidé d'aller impacter l'économie iranienne et donc de mettre en péril le fonctionnement économique de tous les agents autonomes iraniens qui peuvent opérer sur le marché. Rien de plus simple pour ce faire que de demander à l'entreprise émettrice de stablecoin qui est utilisée pour les paiements de ces agents iraniens de bloquer les fonds. Et dans une économie automatisée, on voit bien que ce type de rupture est critique. Un agent qui ne peut plus payer, qui ne peut plus se faire payer, cesse d'exister économiquement. Il devient complètement inutile. Il n'y a plus qu'à le débrancher. Et bien sûr, ces situations vont apparaître. C'est inévitable. Et à mesure que ces situations apparaîtront, les agents vont devoir s'adapter. Ils comprendront que les paiements en stablecoin ne sont pas fiables. Et ils chercheront naturellement des solutions qui sont plus robustes, qui sont plus neutres, surtout moins dépendantes. Et c'est dans ce contexte que Bitcoin et surtout le Lightning Network pourraient progressivement s'imposer, parce qu'ils permettent des paiements instantanés à très faible coût, sans autorisation et sans point de contrôle central. Des paiements qui ne peuvent être bloqués, gelés, censurés par personne. Autrement dit, ce que les stablecoins offrent aujourd'hui en simplicité, Bitcoin pourrait à terme l'offrir avec en plus une propriété essentielle, la résistance à la censure. Maintenant, prenons un instant pour regarder l'ensemble. Si ces tendances de fond se confirment, si les agents autonomes continuent à se développer, si les protocoles comme X402 se généralisent, alors nous pourrions assister à quelque chose de totalement inédit, l'émergence d'une économie non humaine. Une économie dans laquelle des agents travaillent, échangent, se rémunèrent, optimisent leurs ressources, stockent de la valeur, sans intervention directe de l'homme. Et dans cette économie, le choix de la monnaie ne sera pas idéologique. Il sera fonctionnel, il sera pratique, il sera rationnel. Les agents utiliseront ce qui fonctionne le mieux pour eux. Et si les tendances actuelles se prolongent, alors Bitcoin, associé au Lightning Network, pourrait progressivement devenir une brique centrale, comme infrastructure de paiement et comme standard de réserve de valeur pour les intelligences artificielles. Non pas parce qu'il est populaire ou parce qu'il est cool ou parce que c'est la monnaie des geeks ou c'est la monnaie des libertariens anarchistes ou c'est parce que c'est une monnaie qui respecte les fondamentaux de la religion musulmane. Non, non, non. Mais parce qu'il répond à des contraintes réelles, factuelles. Et si cela devait se produire, si Bitcoin devenait la monnaie des intelligences artificielles, alors les conséquences seraient profondes. Parce que l'utilité d'un réseau monétaire est directement liée à son usage. Plus un système est utilisé, plus il devient pertinent. Et dans un monde où les utilisateurs ne sont plus seulement des humains, mais potentiellement des millions, voire des milliards d'agents autonomes, l'échelle change complètement. Ce n'est plus simplement une adoption, c'est vraiment un changement de dimension. Bien sûr, encore une fois, rien n'est garanti. Ce que nous observons aujourd'hui, ce sont que des débuts, des signaux faibles. Mais ces débuts posent déjà une question fondamentale. Sommes-nous en train de construire une monnaie seulement pour les humains ou pour une économie beaucoup plus large que nous, beaucoup plus large que la civilisation humaine? Si cela devait arriver, l'usage de Bitcoin exploserait, faisant potentiellement exploser sa valeur à moyen et à long terme. Je vous laisse me dire si vous avez appris des choses. Je vous laisse me dire aussi vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'économie sera peut-être de moins en moins humaine à venir? Et est-ce que la monnaie de cette future économie non humaine sera le Bitcoin selon vous? Répondez-moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série ultra optimiste sur l'avenir radieux de Bitcoin. Assalamu alaikum.